Où va la lumière morte? C'est le titre du premier ouvrage littéraire de Pierre Morlaix, édité par La Trace à Toulon. Non pas qu'il n'ait jamais écrit Pierre Morlaix. Il est l'auteur, au cours de sa longue, brillante carrière d'écrit juridique, et c'est ici sa première œuvre littéraire publiée. Où va la lumière morte? S'interroge-t-il. Les réponses que nous cherchons ne seront pas révélées, je le crains. Mais en tout cas, ce livre, à la fois sobre et désespéré, cessera de nous manquer. C'est Carino Bucciarelli, auteur de Mon hôte s'appelait Malvalcom, édité chez M&O, qui lui aussi n'aura sans doute de cesse que de lui reposer cette question. Eh bien, comme nous sommes nous-mêmes des personnes très bien élevées, nous allons nous tutoyer également. Tu as toute licence. Oui, voilà, allons-y. Il était bien question que l'entretien serait plutôt une conversation amicale sur un livre et sur la littérature en général, mais en relisant l'ouvrage, je n'ai pu m'empêcher de noter quelques questions qui me paraissent vraiment cruciales, notamment le fait qu'on accueille aujourd'hui un jeune auteur, jeune, enfin j'espère dans le cœur, et jeune dans le fait qu'il s'agit de ta première publication de fiction. Et je dois dire que quand on connaît ton érudition, on sait bien que ce n'est pas une entrée en littérature. Hein. Tu es tout de même un fin lettré, un grand amateur du livre. Et on est étonné d'ailleurs pour une première publication du style abouti. Abouti et je veux dire totalement maîtrisé que l'on peut lire. Est-ce que c'est dû simplement à la maturité de lecteur ou simplement au fait que tu as peut-être travaillé d'autres textes qui ne sont pas publiés maintenant? Mais en tout cas, on n'a pas du tout l'impression de lire un premier ouvrage. Et on parlera bien sûr du contenu, mais parlons tout d'abord de la manière. Ce livre, quand on l'aborde, paraît un recueil de nouvelles. Chaque fois, une histoire recommence, comme dans chaque nouvelle. Mais on peut également le classer en roman, dans la mesure où il y a une époque commune, des personnages qui semblent se recouper sans être les mêmes. Et d'ailleurs, si on ouvre le livre, on ne lit ni roman, ni nouvelle, mais simplement texte. Était-ce la volonté de ne pas t'introduire dans un genre? Mais en fait, l'intitulé texte est dû à l'éditeur et au choix par l'éditeur dans une collection intitulée texte. Je crois qu'il y a à cet égard deux explications. La première est que, s'agissant d'un éditeur français, le genre de la nouvelle n'a pas bonne presse en France à l'heure actuelle. Voilà. L'autre est qu'effectivement, il pouvait légitimement s'interroger sur le point de savoir s'il s'agissait d'un roman, s'il s'agissait d'un ensemble de nouvelles ou de séquences ayant des éléments communs, une thématique commune, un cadre historique commun et également, somme toute, une orientation commune. Bon, je laisse évidemment la décision, la qualification du livre à l'éditeur. Mon intention n'était certainement pas d'écrire un roman, mon intention n'était pas d'écrire des nouvelles, mais mon intention était d'écrire un livre. Enfin, il est amusant de voir que, à quelques semaines près, j'ai présenté 2 livres, et le précédent, donc le dernier livre de Joiret, traitait également, avait lieu, c'est un roman, traitait d'un thème qui se déroulait dans l'Antiquité. Mais évidemment, les 2 livres ne sont pas du tout communs. Tout d'abord, l'époque. Il s'agit du IIIe siècle. On peut lire d'ailleurs à l'entrée du livre, le IIIe siècle. Au terme d'un apogée illusoire, le monde romain se débat dans les affres d'une fausse agonie.
J'écris sur ce qu'écrasa la terreur de l'histoire. Je ne crois pas, surtout chez toi, que ce soit un hasard d'avoir choisi une époque où un grand basculement culturel allait avoir lieu, je veux dire, dont l'Occident est encore marqué aujourd'hui. On est passé de l'Antiquité à ce qu'elle allait devenir le Moyen-Âge, et on a basculé complètement d'une culture vers une autre. Et je ne crois pas que ce soit accidentel le fait que vous ayez choisi cette période de basculement. Effectivement, j'ai choisi une période de crise de valeurs, de crise politique, de crise économique. Il y a différents volets à cette crise. Mais en fait, c'est une de ces périodes que, pour ma part, j'adore, où le devenir d'une société, où le devenir de l'humanité s'emballe. Et où les certitudes apparentes sur lesquelles un monde est fondé, ou croit être fondé, eh bien, ces certitudes disparaissent, elles s'abolissent complètement. Et nous sommes au début de l'Antiquité tardive, à une époque de renversement total des valeurs. Encore qu'il y ait évidemment une survivance d'un certain nombre de valeurs et de conceptions, mais qui progressivement vont se vider de toute substance. Il est vrai que l'Antiquité était faite de sûreté philosophique. Je veux dire, les philosophes de l'époque savaient de quoi ils parlaient, ils se posaient de grandes questions, ils y répondaient. Ils y répondaient, ce qui n'est plus le cas maintenant, évidemment. Et à la fin de cette ère-là, il y a une sorte d'extinction de la pensée. On sait très bien que ce qui allait arriver par après, le Moyen-Âge, n'est pas du tout une époque d'obscurantisme. Non, certainement pas. Mais on n'allait plus se poser les questions de la même manière. Et dans un sens, on n'allait plus chercher à y répondre. Ça allait être l'apogée petit à petit du christianisme et autres. On allait se fonder sur d'autres valeurs. Et finalement, on est là à l'abandon de ce monde. Et est-ce que les gens de l'époque auraient pu prévoir ce qui allait arriver? Mais bon, c'est une vaste question. D'ordinaire, les historiens ont tendance à répondre par la négative. Je pense toutefois à un passage d'un auteur, d'un siècle plus tard, Synésios, qui écrit dans un de ses poèmes « Peut-être sommes-nous déjà morts, mais nous ne le savons pas ». Qu'il y ait eu effectivement la conscience de quelque chose, d'un bouleversement certainement, de la disparition d'un monde certainement pas, sauf peut-être certaines personnalités particulièrement lucides. D'ailleurs, chacune de ces nouvelles, appelons-les comme ça, se termine par cette phrase qui donne le titre « Mais où va la lumière morte ?» Il est bien question d'une fin, sinon d'une renaissance. D'ailleurs, on peut lire ceci. Les montagnes s'étagent et tremblent et m'écrasent. Les montagnes jouent entre elles dans mon crâne. Si ce monde a un toit, je m'y heurterai bientôt. Si je perce ce toit, je serai happé par le nulle part. Hier, j'ai croisé des bergers, vêtus de fourrure, à la peau brune, au visage plat. Ils descendaient dans la vallée, moi, je montais. Ils m'ont fixé en silence, sans hostilité ni crainte. Ont-ils reconnu en moi un homme ? Je ne sais. Les bergers ont continué leur route, guidant des moutons à queue épaisse. Moi, j'ai poursuivi ma montée. De longs mois se sont écoulés depuis que je tombais entre les mains des Perses dans le désert de Syrie. Moi, Maximus Buto, je me trouvais dans la cohorte en tête de la Légion, lors de la grande bataille où Valérien empereur fut vaincu et capturé lui aussi. On lit, c'est un nom, Maximus Buto, un personnage de fiction. Tu as toute la licence du romancier, du nouvelliste, donc de créer des personnages.
Mais on peut se demander, parce que ces personnages sont bien campés, on peut se demander si tu ne t'es pas, comment dire, posé des questions, ou si tu as pris comme modèle des personnages que tu as rencontrés dans les livres, qui ont réellement existé. Non, il n'y a certainement pas de référence à des personnages historiques, ni même à des personnages de fiction apparaissant environ dans des œuvres de fiction, qu'elles soient contemporaines ou actuelles, avec une exception, mais qui est pratiquement subliminale dans la mesure où au départ il n'y avait pas de volonté délibérée de faire apparaître un personnage réel. C'est la première nouvelle, le premier texte, disons, le premier texte, la première séquence, où en fait il est question d'une sorte de thaumaturge errant. Un truqueur, un arnaqueur absolu, évidemment. Mais il a certains points communs avec un personnage réel, un certain Simon le magicien, qui a vécu 2 siècles plus tôt, qui était pratiquement contemporain du Christ. Mais c'est au fond une version minable, parce que ce Simon le magicien était une sorte de gourou flamboyant. Ici, c'est un train de savate minable qui se balade avec une ancienne prostituée qui présente comme l'incarnation de la sagesse et qui monte évidemment des spectacles de dernière zone dans des patelins perdus de Syrie. Oui, il est plus courant quand on écrit ce genre de livre d'établir comme ça une histoire autour d'un personnage bien connu du public, je dirais actuel, que l'on retrouve incessamment dans de nombreux livres. Ici, les héros, et je crois qu'on peut mettre le mot héros entre guillemets, ont un destin, peu enviable. Alors je me demande, selon toi, contrairement au mythe humaniste ou à la projection que l'on se fait nous de l'Antiquité, est-ce que l'homme était tout aussi peu fait pour le bonheur autrefois qu'aujourd'hui? J'ai l'impression que depuis le Paléolithique, la question se pose et je doute que nos lointains ancêtres aient été mieux faits pour le bonheur que nous, loin de là. Mais c'était aussi des sociétés structurées. On nous présente des images à la Rousseau, où le bon sauvage, forcément, qui trouve le bonheur parce qu'il vit dans une structure, minuscule, familiale et autres. Bon, il faudra encore qu'on y aille voir exactement comment eux ressentent les choses. La structure de l'Antiquité, de la Grèce, de Rome, etc., était un peu structurée comme notre monde aujourd'hui, avec une hiérarchie, etc., où les gens devaient aussi se débattre comme nous le faisons, nous. Donc le comparatif, est très clair. Je ne crois pas que les êtres humains de l'époque pouvaient trouver plus de sérénité que nous. Mais à mon sens, il n'avait aucune possibilité, sauf une infime minorité, de trouver une sérénité quelconque. Il ne faut pas oublier que nous sommes, en du IIIe siècle, mais c'était déjà le cas 2 siècles auparavant, dans une société qui connaît un très fort clivage. Il y a, et là je grossis le trait, je me montre même d'ailleurs plutôt optimiste, ils ont 5%, maximum 10% d'individus qui mènent une vie, mettons, acceptable. Ce sont, pour reprendre la terminologie de l'époque, les honestiores, une catégorie qui recouvre à la fois, je dirais, les riches et les puissants. Richesse et puissance, d'ailleurs, étant étroitement associés. Et les autres, ce sont vraiment les pauvres andouilles, qui portent d'ailleurs le nom de humiliores. Un peu comme on disait jadis en Espagne, los pobres et humildes. Et ceux-là, finalement, sont, tu parlais de destinée, mais je vais reprendre emprunter un terme à Imre Kertész, ce sont des êtres sans destin. Oui, mais je dois dire aussi, les gens de notre génération, nous avons été marqués dans l'enfance par les péplums.
des péplums américains, italiens, qui ont peut-être pour nous faussé une image. On présentait ces époques comme des époques terribles militairement, alors qu'on sait qu'il y a eu tout le monde de grandes périodes relativement paisibles, hein, où comment dire, ensuite Rome, on peut se bâtir, on ne peut pas bâtir une civilisation si on est en guerre incessante. Et donc on en a peut-être un peu troublé notre image. Est-ce qu'on ne vit pas maintenant avec cette image comment dire, guerrière, qui est peut-être un peu exagérée et qui nous a été imposée par le cinéma de l'époque? Oui, non, dans la mesure où, au IIIe siècle, on entre dans une période de guerre interne, de guerre civile, et également de guerres extérieures, de telle sorte que l'état de guerre est permanent. Et il est permanent en tout lieu, il est permanent aux frontières, il est permanent à l'intérieur dans la mesure où il y a les premières incursions dites barbares. Les historiens allemands ont répudié ce terme et parlent évidemment de migration des peuples. Mais il y a également des conflits intérieurs, des guerres civiles entre candidats à la course impériale. Et ce sont des guerres particulièrement sanglantes. Et où intervient d'ailleurs un élément que j'ai mis en évidence dans un des textes, c'est l'extrême violence, l'extrême cruauté de l'élément militaire à l'égard de l'élément civil. Il y a eu, on restitue un événement à Rome, là, cet événement avec la liberté de parole du fou, parce qu'il ne s'est rien passé de semblable à Rome à l'époque, mais il s'est passé des choses de ce genre dans des grandes métropoles comme Carthage, où une des armées en cause, c'est une armée romaine évidemment, s'est comportée avec une barbarie tout à fait réjouissante. Donc il y a guerre, mais il y a des guerres externes, des guerres intérieures, et à la limite, on a le sentiment que l'armée ou les armées font la guerre aux civils. Oui, barbarie réjouissante, oui. Un oxymore, qui en dit long. Et on assure que le savoir, c'est le pouvoir. C'est à mon sens une erreur. Hein. Je crois que le XXe siècle, nous avons vu à quel point toutes les républiques bananières ont démenti cela. Enfin, des républiques bananières qui ont été établies évidemment par l'Occident. Il y a aussi le fait que tu présentes un petit peu. Il y a aussi un détail que actuellement la première puissance économique mondiale est dirigée par un simple d'esprit notoire. Hein. Donc, et je voudrais vous lire un petit passage ailleurs. Rien qu'à apercevoir son faciès de crapaud, ses cheveux gras, sa barbe de 3 jours, et à humer les relents et de la sueur virile qui l'imprégnait, je compris que je n'étais pas en présence d'un ami et protecteur des lettres. Quand il m'apostropha de sa voix rauque de centurion aviné, je constatai avec horreur que son latin était digne de son plumage. Il ne conjugue, ni ne décline, son accent illyrien déforme les mots les plus simples. Quelle est sa langue maternelle? Je ne sais. Et il ne parut guère saisir un quart du compliment raffiné que je lui servis, respectueusement incliné. Donc il y a là évidemment, on sent toute la présence bestiale de certains militaires. Donc la violence va mener les civilisations. Je veux dire, on n'a jamais su démentir cela durant toute l'histoire. Hein. Je veux dire, il suffit d'allumer les informations, on est encore là-dedans. Et il y a également un petit détail ici, il y a un conflit de langue entre un aède et un potentat. C'était aussi une époque de brassage, de voyage, de migration. Finalement, ces civilisations se sont bâties également sur des migrations et des conflits linguistiques et culturels. Mais je ne crois pas que ce soit nécessairement imputable à les migrations. En réalité, si on prend l'exemple du latin, c'est une partie du roman, du livre qui se déroule dans la partie hellénophone, mettons, de l'Empire romain. Enfin, si on prend l'exemple du latin. Il y a le cas du latin vulgaire.
quelle était la langue qui était pratiquée et qui de tout temps a été pratiquée dans la partie, mettons, d'expression latine de l'Empire romain. Était-ce la langue classique, celle qui était jusqu'à peu encore enseignée dans l'enseignement moyen, était-ce la langue classique ou était-ce ce qu'on appelle au fond le latin vulgaire ou rustique? On en trouve des traces, on peut reconstituer jusqu'à un certain point le latin vulgaire, mais certains philologues, déjà au début du XXe siècle, comme Meyerbeek, ont soutenu l'hypothèse selon laquelle il y avait deux latins. Une langue populaire, parfois écrite, mais surtout, enfin, on le retrouve dans des inscriptions, pas dans les textes suivis, et une langue classique qui était en fait une langue littéraire et administrative, mais un véritable claquage sur la langue réelle. Oui, je suppose que les latins parlaient pas, les soldats ne parlaient pas le latin. Et en plus forte raison, les soldats évidemment recrutés de briques et de broc un peu partout. Mais maintenant, le père effectivement est un personnage historique, c'est effectivement le fils de l'empereur Valérien qui a eu quelques malheurs avec les Perses. Mais je me suis basé sur un buste de Gallus, qui effectivement a une tête de brute épaisse, le crâne rasé. Historiquement, il n'est pas du tout certain que Gallus ait été réellement l'abruti militaire que je dépeins. C'est une liberté que j'ai prise avec l'histoire. Une liberté que l'auteur de fiction peut s'octroyer. Et je dois dire donc, j'étais vraiment étonné de la maturité du texte. On peut se demander, forcément, à l'âge que tu as, avec la maturité que tu as, pourquoi s'être orienté directement vers la fiction? On s'attendait plus à ce qu'un érudit, un homme de savoir, s'oriente vers l'essai. Est-ce que la fiction autorise plus de plaisir, plus de loisir? Mais la fiction me tentait. La fiction présente un grand avantage, à mon sens, c'est d'ouvrir à la liberté d'interprétation du lecteur. L'essai, dans une large mesure, est quand même sous-tendu par un propos déterminé et une thèse déterminée. L'œuvre de fiction pure, non. L'œuvre de fiction, c'est une bouteille à la mer. On n'a guère à se soucier de l'intention de l'auteur. L'intention de l'auteur, ça c'est un machin qui a été inventé par Thomas d'Aquin. Il en a fait d'autres, mais enfin bon. L'intention de l'auteur, c'est une prison. C'est une zone dans laquelle on pourrait tenter d'enfermer le lecteur. Or, l'œuvre de fiction, au contraire, est liberté. Elle ouvre à, il n'y a pas une infinité. Le problème se pose encore de savoir, non, Umberto Eco a écrit des pages très amusantes à ce sujet. Y a-t-il une limite à l'interprétation, n'y en a-t-il pas? Mais en tout cas, ouvre un large spectre d'interprétation. Et si j'y suis parvenu, je crois en tout cas avoir réalisé mon objectif. Que j'ai des lecteurs ou pas, c'est cette autre chose. Oui, c'est une autre question très vaste. Et je peux te demander, quelles ont été tes lectures marquantes dans le passé? Sur le plan littéraire? Oui, littéraire. Strictement littéraire. C'est très mal laissé à déterminer dans la mesure où je n'ai pas, pour ma part, d'auteurs fétiches, ce sont plutôt des ouvrages. Oui. Quelle lecture marquante. S'il fallait citer un livre c'est très limitatif, quoi. Instinctivement, quel livre citerais-tu? Évidemment, le livre, à mon avis, le roman, qui à mon sens est le roman le plus extraordinaire qu'on ait jamais écrit, mais je dirais presque hélas, quand on parle de Victor Hugo, c'est Guérépet. Ah, d'accord. Mais, entendons-nous, j'ai adoré les premiers romans de Céline, je les adore toujours, l'Ulysse de Joyce, qui est un
un jeu historique extraordinaire, un jeu linguistique extraordinaire. Que dire, que dire, que dire. Oui, mais ces trois titres sont déjà... Il faudrait citer des milliers d'auteurs. Oui, mais je veux dire... et des milliers de livres. Ces trois titres pèsent déjà très lourd. Pour terminer, maintenant, je vais te demander si tu as des projets littéraires. Ils sont très flous. Il faut que certaines choses parlent en moi, et pour l'instant, évidemment, j'attends qu'elles parlent. Parfait. Merci pour tout. Tu prends celui-là aussi. Thank you.